Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Comme tous les jours, vous avez l'habitude, entre 10h30 et midi et demi, nous nous retrouvons pour parler de l'actualité, pour expliquer, pour analyser et pour commenter, ça vient ensuite, rapporter les faits d'abord. Nous sommes le 6 avril, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, 0826 300 300, vous appelez, vous n'hésitez pas pour intervenir. 6 avril donc, 11e journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. Situation toujours bloquée entre syndicats et gouvernement. Nous vivons une crise démocratique, dit Laurent Berger. Non, nous vivons une crise sociale et politique, lui répond Olivier Dussopt. Nous en parlerons tout à l'heure. Dans Parlons Vrai chez Bourdin, vos témoignages d'abord donc. 0826 300 300. Sur la réforme des retraites, est-ce que vous avez évolué? Vous nous dites comment vivez-vous cette journée, cette nouvelle journée de grève et de mobilisation? Vous témoignez. 10h30 avec nous, le président de la Ligue des droits de l'homme qui répond à Gérald Darmanin sur Sud Radio. 11h, 12h, jeudi politique. 3 députés vont débattre et notamment des résultats de notre sondage fiducial Sud Radio avec le Figaro Magazine. Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche, premier tour, Marine Le Pen sera à 29%, Édouard Philippe à 26% et Jean-Luc Mélenchon à 17%. Nous vivons une crise démocratique, estime Laurent Berger. C'est ce que je vous ai dit. Oui, non, allez-y et les députés débattront sur le sujet. En 50 ans, le nombre de centenaires a été multiplié par 30 en France. La France est le pays européen qui compte le plus de centenaires. Nous développerons tout à l'heure à 10h45. À 12h05, le mystère de l'origine du Covid. Le jeu de piste continue. De nouveaux éléments sont apportés par Jérémy André, qui est correspondant du Point en Asie et qui publie Au nom de la science chez Albin Michel. Des manipulations génétiques auraient-elles échappé à ceux qui les avaient initiées? Il est 10h32. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Comme tous les jours, nous retrouvons Félix Mathieu. Félix, dans quel monde vit-on? En Grèce, un sismologue renommé pourrait être poursuivi en justice pour un poisson d'avril. Oui, panique à Santorin quand ce grand ponte a annoncé un scénario apocalyptique. Un énorme entonnoir pourrait s'ouvrir sous l'île volcanique de Santorin, disait-il. Les choses ne vont pas bien là-bas, écrit Akis Tselentis. C'était samedi dernier, donc le 1er avril. Il est tout de même directeur de l'Institut de géodynamique et directeur aussi du Centre des tsunamis de Grèce. Depuis janvier, poursuivait-il sur Facebook, nous assistons à la disparition graduelle du magma sous le volcan, puis de développer son scénario. Il existe, écrivait-il, une possibilité majeure que ce magma se déplace vers un autre volcan voisin, ce qui créerait un vide en forme d'entonnoir qui pourrait aspirer les eaux de la mer Égée. Rien de moins. Sa publication fait écho, en plus de ça, à l'histoire mouvementée de l'île Santorin, avait été complètement remodelée par une éruption volcanique à la fin du XVIIe siècle avant notre ère. Ça avait même anéanti à l'époque une civilisation, les Minoens. Alors encore aujourd'hui, cette destination touristique connaît beaucoup de secousses sismiques. La dernière éruption majeure date de 1950. Avec tout ça, forcément, le canular n'a pas fait rire tout le monde. Un procureur grec vient d'ordonner d'ouvrir une enquête préliminaire pour diffusion de fausses nouvelles. Le sismologue blagueur, lui, n'a pas vraiment fait profil bas. Il publie, toujours sur Facebook, une photo de lui avec une pancarte coupable de la blague du poisson d'avril et de s'agacer sur un registre cette fois beaucoup moins potache. Nous vivons dans un pays où l'humour est persécuté alors que les criminels et les fraudeurs ne le sont pas. Ambiance. Il est 10h34. Merci d'être avec nous. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours de 10h à 12h30 votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et notamment nos débats entre 11h et 12h qui sont toujours des débats passionnants sur un sujet d'actualité. Tout à l'heure, jeudi politique, 3 députés viendront débattre de l'actualité politique notamment, sociale aussi, en podcast donc sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Il est 10h34. Je suis heureux de recevoir le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Beaudoin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Patrick Beaudoin. La Ligue des droits de l'homme constituée
pour soutenir la défense d'Alfred Dreyfus. Hein. Je le rappelle. Il est 10h35. Écoutons ce que disait hier Gérald Darmanin lors de sa commission, lors de la commission, attendez, dans le cadre des actions qui ont pu être menées. Il était où, Gérald Darmanin? À l'Assemblée, je crois que c'était à l'Assemblée nationale. Hein. Au Sénat. Au Sénat, voilà. D'abord à l'Assemblée, ensuite au Sénat. Voilà, il était d'abord à l'Assemblée, voilà. Je me demandais dans quel ordre c'était. D'abord à l'Assemblée, ensuite au Sénat. Il était entendu dans le cadre d'une commission d'enquête. Et écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de la Ligue des droits de l'homme. Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener, mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Donc ce n'est pas qu'une question, il n'y a pas que l'État. Il n'y a pas que l'État. Alors d'abord, combien de subventions touchez-vous à la Ligue des droits de l'homme? Écoutez, c'est transparent, il suffit de regarder sur notre site. Oui. Donc, le montant des subventions est d'à peu près 30-32% du montant de notre budget. Oui, ça fait 250 000 euros à peu près par an. Ça fait davantage, puisque notre budget est d'un peu plus de 2 millions d'euros. Ah, d'accord. Donc, on fait la règle de 3. Voilà, donc, on fait la règle de 3. Bon, d'accord. Voilà. Donc, ça fait 650 000 euros par an de subventions. Et de l'État et des collectivités locales. Hein, oui, tout à fait. Bien. Patrick Beaudoin, que répondez-vous à Gérald Darmanin? Pour vous, c'est une allusion? C'est une menace? Comment recevez-vous ces propos? C'est une menace voilée pour le moins. Hein. Alors, est-ce qu'elle sera mise en œuvre et à exécution? On va le voir. Mais c'est une menace voilée, c'est inédit. C'est quand même... ça interpelle beaucoup sur la conception qu'a le pouvoir actuel de la démocratie, tout simplement parce que qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme? La Ligue des droits de l'homme, c'est une association qui existe depuis 125 ans, vous venez de le rappeler, hein, naissance avec l'affaire Dreyfus, qui a lutté initialement contre une injustice, qui continue de le faire, et dont la seule boussole est la défense des droits et des libertés, et d'une façon sans discrimination, sans sélectivité, tous les droits, toutes les libertés pour tous, toutes. Ça nous amène évidemment, quel que soit le pouvoir en place, à contester, critiquer un certain nombre de violations qui peuvent être commises, et c'est vrai même dans les démocraties, il faut le dire, tout pouvoir peut comporter avoir des agissements qui ne respectent pas tout à fait les droits et libertés. C'est ce que nous dénonçons en toute liberté. Alors, quand M. Darmanin vient nous dire qu'il va, je reprends son terme, regarder les finances de la Ligue en considération de nos actions, je dois dire quand même que c'est scandaleux. La seule période de l'histoire où la Ligue a été ainsi entravée, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, c'est la période de Vichy. Jamais on a tenu de tels propos à notre égard. Est-ce qu'on veut nous bâillonner, contrôler? Mais alors ça nous renvoie à d'autres régimes. On n'est plus en démocratie. Si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, alors j'espère que c'est simplement un dérapage dans le propos. Moi, je pense que le ministre, depuis une dizaine de jours, il a été piqué au vif. Et je pense qu'on a visé très juste en dénonçant les violences policières de toutes les dernières manifestations et en dénonçant aussi l'excès de répression qui a eu lieu à Sainte-Soline. Et il nous en veut. Et ça le conduit, il déraille un peu, je crois. Et nous, ce que nous espérons, c'est qu'on ne soit pas dans cette logique d'affrontement, mais qu'on en revienne du côté du pouvoir, en tout cas de M. Darmanin, à la raison. Est-ce que le modèle de Gérald Darmanin, c'est Vichy? Comme le dit un député de la France Insoumise qui s'appelle Bastien Lachaud? Moi, je me garde toujours des propos excessifs. Et d'ailleurs, M. Darmanin ferait bien de ne pas nous reprocher à nous, Ligue des droits de l'homme, des propos excessifs. Par exemple, on n'a jamais dit que c'était bien de porter une arme dans une manifestation, contrairement à ce qu'il laisse entendre. Et de la même manière, nous condamnons absolument les violences qui peuvent être faites contre les policiers, qui peuvent porter atteinte à leur intégrité physique ou voire à leur vie, de la même manière que nous les combattons en ce qui concerne les atteintes aux droits des manifestants.
Donc, voilà, M. Darmanin, est-ce qu'il veut effectivement, vers où va-t-il ? Plus le temps passe, plus les discours prospèrent, et plus on le voit reprendre les thématiques, les idées de l'extrême droite et pencher de ce côté. On a dit suffisamment dans les jours écoulés qu'il s'attaque beaucoup plus à l'extrême gauche, au risque de violence du côté de l'extrême gauche que pour ce qui est des risques des groupuscules d'extrême droite. Est-ce que pour vous le risque extrême gauche, extrême droite est le même ? Moi, je ne mets pas sur, si vous voulez, les risques existent dans les deux cas et nous condamnons à la Ligue des droits de l'homme le recours à la violence et à des méthodes d'action violentes. Donc ça, c'est très très clair là-dessus. Maintenant, donc des deux côtés. Maintenant, ce qui me gêne, c'est l'amalgame qui est fait par Monsieur Darmanin entre des mouvements quand même, heureusement, peu nombreux en termes de militants d'extrême gauche et les partis d'extrême gauche. Il entretient un peu cette confusion. Il ne le fait pas sur l'extrême droite, alors que les partis d'extrême droite sont eux-mêmes porteurs de groupuscules, alors je pense surtout aux partis zémoristes, plus encore qu'au RN, même s'il y a beaucoup d'ambiguïté. C'est un distinguo qui est à faire sur le plan politique, me semble-t-il. Est-ce à vous de faire ce distinguo sur le plan politique ? Non. Non, moi je. Est-ce à la Ligue des droits de l'homme, justement, de s'engager politiquement ? Non. Si vous voulez, on est forcément une organisation qui fait de la politique, si vous voulez. Quand on est dans la société civile, quand on est une association qui défend les droits et les on intervient dans le jeu démocratique, donc quelque part on fait de la politique. Mais en revanche, il ne s'agit pas de prendre un parti politique, d'être du côté de monsieur Untel ou de madame Untel qui préside un parti, c'est pas ça. C'est d'apprécier, pour nous, ce qui importe, c'est l'état des libertés dans le pays et le souci de préserver la paix sociale à travers le maintien d'une démocratie politique et aussi d'une démocratie sociale. De concilier la légalité avec la légitimité parlementaire, la légalité des institutions et la légitimité aussi de mouvements tels que ceux qu'on vient de voir largement populaires avec des millions de manifestants dans les rues. C'est ce regard-là que nous avons. Et pourquoi dénonçons-nous spécialement, par exemple, en ce moment, les violences policières ? Eh bien, c'est parce que c'est l'État. C'est pareil, on nous dit, mais pourquoi vous parlez des violences policières et moins, ce qui est vrai, des violences faites aux policiers ? Eh bien, parce que l'État a une responsabilité spécifique. C'est la responsabilité d'assurer le respect des libertés et de permettre l'exercice des libertés. En l'espèce, la liberté de manifester. Ce qui signifie que on ne peut pas, dans l'exercice de cette liberté, admettre que l'État recourt de façon disproportionnée à la force avec les violences qu'on a pu constater. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. C'est ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que qu'on ne pointe pas du doigt, plus spécialement la Ligue. C'est la défenseur des droits qui le dit, Claire Hédon. Et la défenseur des droits s'est intégrée dans les institutions de quelque manière. Et puis, c'est un regard extérieur. C'est la haut-commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Ce sont des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. C'est la presse étrangère française qui relate tout cela et nous ne faisons que l'appuyer. Et qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons qu'on revoie ces techniques du maintien de l'ordre, qu'on cesse cet usage disproportionné, qu'on abandonne l'utilisation de ce qu'on appelle les armes de guerre qui peuvent blesser et qui l'ont fait gravement des manifestants. Je crois que ce sont des demandes raisonnables, des demandes partagées. Alors pourquoi ces procès d'intention et cette escalade dans les propos du ministre de l'Intérieur, alors qu'au contraire, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut une désescalade et cesser cet engrenage. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, nous vivons une crise démocratique et que la démocratie française est en danger ? Oui, je pense qu'il y a un danger démocratique parce qu'il y a un danger pour les libertés. Et les deux sont liés. Il y a un danger pour les libertés aujourd'hui. Il y a un danger pour les libertés. Pourquoi ? Je vais vous citer parce qu'on pourrait abonder. Oui. Par exemple, la liberté d'association qui est directement concernée là, par les propos du ministre de l'Intérieur vis-à-vis de la Ligue des droits de l'homme. Elle est
elle est en danger depuis la loi séparatisme et le contrat d'engagement républicain. C'est un contrat qui fait... Les associations qui veulent bénéficier de subventions, et c'est le cas de la plupart d'entre elles, car sinon elles n'arrivent pas à vivre, sont tenues de souscrire un contrat d'engagement républicain qui comporte des obligations telles que ne pas avoir d'action de nature politique, religieuse, syndicale susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Et on sait à quel point c'est une notion lâche et large. Résultat, depuis qu'est entrée en vigueur cette loi et ce décret que nous contestons, c'est pendant devant le Conseil d'État, beaucoup de subventions sont supprimées à des associations. Donc on remet en jeu. Autrement dit, ça veut dire, pour être plus clair, que le pouvoir sélectionne ses associations. Celles qui lui plaisent, celles qui ne lui plaisent pas. Mais il y a peut-être des associations non démocratiques qui ne servent pas la démocratie aussi. Mais ça peut arriver, mais dans ce cas-là, si vous voulez, il y a des décrets de dissolution qui sont pris. Oui. Parfois nous les contestons, parfois nous admettons qu'ils ont lieu d'être et d'exister. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit contrôlé par le pouvoir judiciaire et que ça ne soit pas purement administratif. Mais bien sûr qu'on comment vous dire, on admet qu'il puisse y avoir des dissolutions d'associations qui prôneraient la violence, etc. C'est pas, mais toujours dans le respect du droit. Alors un mot pour terminer sur Sainte-Soline, cet enregistrement rendu public par la Ligue des droits de l'homme, qui affirme qu'il aurait été interdit au SAMU d'intervenir auprès du manifestant aujourd'hui dans le coma, très contesté. Une enquête est ouverte. Attendons les résultats de l'enquête, peut-être, Patrick Baudouin. Tout à fait. Je vous dis ça parce qu'il y a eu une exploitation aussi politique de votre enregistrement. Bien sûr. Alors, exploitation... de tous les côtés, pardon, mais... De tous les côtés, mais avec une réaction particulière quand même de la part, là aussi, de monsieur Darmanin, qui, il faut le dire, assez orfèvre en contre-vérité, quand même. Il y a eu des enquêtes qui ont été conduites aussi par des journalistes et qui montrent que c'est pas si simple que ça et que le SAMU ne pouvait pas intervenir à ce moment-là. On ne fait pas le procès du SAMU, que ça soit bien clair. Bah oui, parce que... La seule chose que nous disons, et qui résulte d'un enregistrement de 7 minutes, c'est que le SAMU précisément n'a pas pu intervenir du fait que le commandement des forces de l'ordre qui étaient en place à Sainte-Soline ne lui a pas donné l'autorisation de le faire. Et c'est là où nous avons une interrogation que nous soulevons, puisque les observateurs des libertés publiques et des pratiques policières qui étaient sur place ont constaté que l'accès était facile depuis une demi-heure. Alors ça interpelle quand même. Après, vous avez raison, il y a une enquête qui est déjà en cours à Rennes, il y aura une instruction, il y aura peut-être une commission d'enquête parlementaire. Donc nous ne tirons pas... Là, nous constatons un certain nombre de choses, nous dénonçons et nous alertons. Sauf que vos avocats et le médecin étaient à 16 km du lieu où ça s'est produit quand même. Ah non, pas du tout. Il y avait une équipe qui était... sur place. L'équipe était sur place. Mais vous avez vu ce qu'a dit l'opérateur du SAMU. Il a dit nous n'avons pas l'autorisation d'envoyer des secours parce que c'est considéré comme dangereux sur place. Oui. Voilà la réponse de l'opérateur du SAMU. Donc nous verrons s'il était effectivement impossible d'intervenir ou pas. Oui, mais c'est ce que dira l'enquête. Bien sûr. Mais je ne mets pas en cause le SAMU. D'ailleurs, j'ai eu des débats avec des représentants du SAMU. C'est la question du commandement des forces de l'ordre et aussi de la position de la sous-préfète des Deux-Sèvres qui était quand même à surveiller et en contact, semble-t-il, ce qui est normal d'ailleurs, avec ce qui se passait à Sainte-Soline. Donc là, l'enquête, effectivement, on apportera notre concours à l'enquête et permettra de déterminer. Mais je crois que de vouloir nous discréditer aussi violemment, que l'a fait M. Darmanin, à l'encontre de cet enregistrement qui est quand même très parlant, il y a pour le moins un problème, je crois que c'est rentré dans un excès tout à fait regrettable. Bien, merci Patrick Baudouin d'être venu nous voir ce matin pour explication sur l'antenne de Sud Radio et réponse à Gérald Darmanin. Il est 11h moins 10. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h52. La France est le pays européen qui compte le plus de centenaires. C'est une étude de l'INSEE. En 50 ans, le nombre de centenaires a été multiplié par 30 en France. Il y a aujourd'hui 30 000 centenaires en France et 86% sont des femmes. Jean-Marie Robin, bonjour. Allô ?
Jean-Marie Oui. Robine, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et spécialiste de ces questions du vieillissement. Jean-Marie Robine, projection, je regardais les projections de l'INSEE. En 2040, 76 000 centenaires. En 2070, entre 100 000 et 600 000. La France est le pays d'Europe qui compte le plus de centenaires. Pourquoi, selon vous ? Alors, en fait, déjà, on sait que la France est un des pays qui a une des meilleures espérances de vie au monde. Donc, c'est vraiment une question de... On a des très, très bons taux de mortalité par rapport aux autres. Et alors après, pourquoi on aurait plus de centenaires, par exemple, que l'Espagne ou l'Italie? Ça tient vraiment à des questions de détail parce que aujourd'hui, les décès sont extrêmement concentrés. Pratiquement tout le monde meurt au même âge. En fait, les 2/3 des Français meurent autour de 90 ou 91 ans si ce sont des femmes, ou de 88 ans si ce sont des hommes. Et il suffit de tout petit déplacement dans l'espérance de vie et dans les lois de mortalité pour faire que plutôt que la fin de vie vraiment soit vers 98-99 ans, elle est plutôt vers 100 ans. Vous voyez, un décalage d'1 an ou 2, et c'est ce qui se passe. Donc la France est un peu en avance, un tout petit peu en avance sur les autres. Voilà, la France est un tout petit... Alors, je regardais, entre 60 et 70 ans, il y a 53% de femmes. Entre 80 et 90 ans, il y a 61% de femmes. Et après 90 ans, 73% de femmes, les femmes donc, vivent plus vieux que les hommes. Absolument. Et alors, quand on résume ça en termes d'espérance de vie, on a effectivement un écart d'espérance de vie de 5 à 6 ans plus élevé chez les femmes par rapport aux hommes. Mais ça veut dire qu'effectivement, les hommes commencent à mourir dès 50 ans, alors que pour les femmes, il faut attendre pratiquement 70 ans pour commencer à les voir mourir. Et c'est ça qui explique ce que vous venez d'expliquer, qui est que plus on va vers un âge élevé, plus l'effectif de population est constitué de femmes. Et on va chez les... Ouais. Alors, Jean-Marie Robine, il y a un autre... L'INSEE nous parle aussi de comment vivent les personnes très âgées. Un peu plus d'une personne sur 2 vit en institution, maison de retraite ou autre. Et parmi les autres, parmi ceux les personnes, celles qui ne vivent pas en institution, 33% vivent seuls, 12% avec une autre personne, 4% en couple, etc., etc. Et curieusement, les hommes vivent plus souvent à domicile que les femmes. Parce que, en fait, ce plus petit nombre d'hommes qui survit est paradoxalement en meilleure santé que les femmes. Ah bon? Oui. Oui, c'est finalement... Les femmes ont une capacité plus importante que les hommes à continuer à vivre avec un état de santé dégradé. Et en fait, quand on fait des calculs d'espérance de vie en bonne santé, Allô? Allô, on a un problème de téléphone avec Jean-Marie Robine. Ça peut arriver. J'ajouterais que les centenaires sont souvent diplômés du supérieur. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont un meilleur accès aux soins. C'est ce que dit l'enquête de l'INSEE. Je disais, Jean-Marie Robine, les centenaires sont diplômés du supérieur souvent, hein? Alors oui, ça c'est une information tout à fait nouvelle qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, le nombre des centenaires n'était pas suffisant pour qu'on arrive à avoir des régularités statistiques. Et cette étude de l'INSEE est une des premières sur un effectif assez important. Et effectivement, on voit que la chance de devenir centenaire est bien plus importante si on est diplômé du supérieur. Voilà. Et parce qu'on a un meilleur accès aux soins. Oui, mais moi je serais très prudent. En fait, c'est pas vraiment parce qu'on est plus éduqué, c'est parce que en fait, on parle de centenaires, donc on parle de gens qui ont 100 ans d'années de vie et ils ont fait des études il y a 80 ans. Oui, c'est et vrai, il y a 80 ans, qui faisait des études? C'était les plus riches. Donc je pense qu'en fait là, être un diplômé du supérieur dans cette cohorte, ça signifie simplement qu'on faisait partie des happy few qui avaient de l'argent à l'époque. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. Bon, très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Robine. Merci, ça fait réfléchir, hein, alors qu'on est en plein débat sur la réforme des retraites. C'est vrai, ça fait réfléchir. Jean-Marie Robine, directeur de recherche à l'INSERM, était avec nous, 10h57. Merci, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos intervenants et surtout notre débat 11-12 qui va être passionnant.
passionnant aujourd'hui, jeudi politique. L'actualité politique est extrêmement riche. Crise démocratique. Nous vivons une crise démocratique, dit Laurent Berger. Alors, qu'en pensent nos invités politiques, nos 3 députés qui seront là? Vous pouvez retrouver tout cela sur sudradio.fr en podcast et sur notre application Sud Radio, 10h58. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous. 11h04, vous êtes sur Sud Radio. Débat comme tous les jeudis. Débat, c'est un jeudi politique. Vous savez que nous adorons ce moment avec des sénateurs ou des députés qui viennent nous voir et nous engageons le débat évidemment sur les sujets d'actualité qui sont extrêmement nombreux cette semaine. Alors nous attendons aujourd'hui, je fais la présentation, nous attendons aujourd'hui Anne-Laure Blin, qui est députée LR du Maine-et-Loire, qui est en route, qui était à l'Assemblée il y a quelques minutes. Avec nous aussi, par ordre alphabétique, Christophe Marion, qui est député Renaissance du Loir-et-Cher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et William Martinet, qui est député LFI des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Vous serez tous les 3 tout à l'heure. Anne-Laure Blin va venir nous rejoindre très très vite. Alors, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est évidemment la mobilisation et les grèves autour de la réforme des retraites, contre la réforme des retraites. Ce sont les déclarations de Laurent Berger qui parle de crise démocratique. La réponse de Olivier Dussopt qui dit non, ce n'est pas une crise démocratique que nous vivons, c'est une crise sociale et politique. Nous allons parler évidemment du rôle de la police, du comportement de la police. Certains parlent de violence policière, d'autres non. Certains ont peur d'employer le mot. Je ne vois pas pourquoi on a peur d'employer les mots. Violence policière, y a-t-il des violences policières ou pas? C'est la vraie question, hein. C'est pas un problème de sémantique. Et puis, il y a d'autres sujets que nous allons aborder. L'Ukraine, peut-être, avec la visite d'Emmanuel Macron en Chine et sa rencontre avec Xi Jinping. Évidemment, la France pousse la Chine à jouer un rôle plus important pour essayer de régler ce problème ukrainien. Et puis aussi, pourquoi pas, la journée écologiste à l'Assemblée nationale, avec notamment l'interdiction de la chasse le dimanche. Faut-il interdire la chasse le dimanche? C'est aussi un débat qui agite la société française. Mais je voudrais commencer évidemment sur cette mobilisation et les grèves. Alors, mobilisation qui s'annonce encore une fois très forte, les grèves beaucoup moins fortes d'ailleurs. Je voulais juste que vous expliquiez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a peu finalement de Français en grève, même parmi ceux qui contestent, mais beaucoup de Français qui contestent dans la rue. Si on compare aux mouvements sociaux de ces dernières années, il y a beaucoup de grèves. Et y compris des grèves reconductibles dans certains secteurs, comme par exemple la SNCF ou la RATP, c'est-à-dire nationale, 20% les transports. Par exemple. Mais vous posez une bonne question. Oui. Faire grève, ça coûte cher. Ben voilà. C'est ça le sujet, parce qu'on le dit pas assez, mais un gréviste, c'est quelqu'un qui perd une journée de salaire. Et depuis le 7 mars, qui a été la première journée importante où a été appelé à la grève reconductible, on a des grévistes là qui en sont à 1 mois de salaire de perdu. Donc quand vous avez un petit salaire, 1500, 2000 euros, qu'on est dans un contexte inflationniste, et ben il y a un moment, ça commence à être compliqué. Mais moi, je préfère le voir dans Ce n'est pas l'expression d'une lassitude. Non, c'est l'expression d'une difficulté financière, mais voyons-le dans l'autre sens. C'est-à-dire que avoir eu autant de grévistes, faire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en grève reconductible malgré ces difficultés financières, je pense que ça en dit beaucoup sur la détermination des gens et la contestation de cette réforme des retraites. Christophe Marion. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors d'abord, je constate quand même que notre pays n'est pas bloqué. On nous avait annoncé le blocage. Il y avait une volonté de la CGT de bloquer le pays. Voilà. Oui. Notre pays aujourd'hui n'est pas bloqué. Mais il y a un mouvement social très important et qui continue à durer depuis le mois de janvier dernier. Alors en effet, la grève ça coûte cher. Et il y a probablement des gens aujourd'hui qui ne sont pas grévistes mais qui soutiennent malgré tout le mouvement des grévistes. C'est une réalité. Je ne sais pas si on peut parler de lassitude ou non, mais en tout état de cause, moi je m'inquiéterais de cette lassitude, parce qu'à un moment ou à un autre, on le paiera. Si on avait des gens qui baissaient les bras en disant « je ne vais plus dans la rue, je ne vais plus manifester », de toute façon, ils le feront payer au gouvernement sortant à l'occasion des prochaines élections, et ça, c'est dangereux. Je crois qu'il ne faut pas que notre pays soit un pays de résignés, ou des gens lassés. Et d'ailleurs, puisque vous parlez finalement d'une crise politique, parce que nous vivons
aussi une crise politique. J'évoquerai évidemment le sondage Sud Radio, Le Figaro Magazine, publié hier, rendu public hier, et qui montre que Marine Le Pen est aujourd'hui devant tous les autres candidats, quelle que soit la configuration d'une élection présidentielle. Anne-Laure Blin, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Je sais que vous venez de l'Assemblée. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusque-là pour débattre ici sur Sud Radio entre 11h et midi. J'expliquais, je disais qu'il y a toujours une très forte mobilisation contre la réforme des retraites dans la rue, qu'il y a moins de grévistes. On expliquait, et vos deux collègues députés expliquaient que c'était pour des raisons de coût de la vie, tout simplement, parce que ça coûte cher de faire grève. J'imagine que vous êtes sur le même terrain. Bien, mais je voulais vous poser une question. On est en situation de blocage aujourd'hui, blocage total, avec d'un côté le gouvernement, de l'autre côté les syndicats unis. Qui va débloquer peut-être le Conseil constitutionnel? Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel va débloquer la situation de Anne-Laure Blin? Ce qui est certain, c'est que les manifestations, effectivement, sont maintenues jusqu'au 14, et les manifestants attendent cette date, j'imagine, pour prendre une ou l'autre décision, ou alors changer leur mode d'action. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il faut que le gouvernement ait un discours de vérité à l'égard des Français. Et vous l'avez dit, je sors de l'hémicycle, on voit bien ce discours d'entre-deux, en même temps, où en fait les Français ne savent plus ce qui se passe, ne savent plus là où ils veulent aller. Donc il faut vraiment qu'il renoue le dialogue avec les organisations syndicales, mais qu'il ait aussi un discours de vérité sur la situation du pays. C'est-à-dire que quand on reprend quand même les choses, on parle de notre système de retraite, donc un système social pour permettre à nos aînés d'avoir une vie décente lorsqu'ils ne sont plus en activité. Donc la question, c'est est-ce que l'on veut garder ce système qui maintient le lien intergénérationnel, ou est-ce qu'on veut le mettre complètement à bas et mais vous dites renouer le dialogue. Le dialogue est impossible aujourd'hui. Effectivement, oui, mais quand quelle serait votre solution? Vous seriez au pouvoir. Comment feriez-vous pour renouer le dialogue? Moi, je crois qu'il faut avoir ce discours de vérité, et il faut garder un cap sur un discours de vérité. Le gouvernement dit, nous maintenons notre réforme et nous maintenons le départ à 64 ans. C'est vrai que la situation est inextricable aujourd'hui. Donc, il y a blocage. Je suis bien d'accord avec vous, mais je ne suis pas au gouvernement, et je n'ai pas la prétention d'y être d'ailleurs. Et donc, je ne me suis jamais projetée dans cette position. Mais je crois qu'effectivement, cette réforme a été mal nouée dès le départ. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation inextricable, mais je crois que les syndicats doivent quitter leur posture idéologique. Et moi, je regrette que la gauche, l'extrême gauche, garde toujours ces dogmes de faire croire qu'on peut revenir à la retraite à 60 ans. Est-ce que véritablement, si on expliquait aux Français la situation dans laquelle est notre pays, qu'on ne peut pas se permettre ce qu'a fait François Mitterrand dans les années 80, ce n'est juste plus tenable financièrement. Aujourd'hui, on parle et on voit effectivement à quel point les Français sont touchés par l'inflation. Le débat aujourd'hui dans l'hémicycle ce matin, il est sur savoir si on doit donner une prime alimentation ou non aux Français. Les Français, ils demandent pas l'aumône. Ils ne demandent pas qu'on à quémander, ils ne demandent pas à venir chercher de l'argent public au gré de ce que veut bien lui distribuer le politique. Les Français, aujourd'hui, ils veulent travailler. Ils veulent avoir et percevoir le fruit de leurs efforts. Ils veulent pouvoir se lever le matin et se dire le soir, voilà, j'ai rempli la marmite, je vais pouvoir élever mes enfants et je peux avoir une vie convenable. C'est ça aujourd'hui ce qu'on nous dit sur le terrain. Donc les syndicats sont complètement déconnectés de cette réalité profonde des Français. Peut-être que le fond de la contestation, c'est évidemment la hausse du coût de la vie. Mais bien sûr. Et les difficultés pour boucler les fins de mois. Et c'est vrai que c'est même pas une question de classe sociale. C'est tous les Français qui sont touchés et qui voient se réduire à portions congrues la force de leur travail. Et c'est ça qu'il faut que l'on arrive à restaurer, c'est l'équité et permettre aux Français de vivre de leur travail. Alors, Laurent Berger dit « Nous vivons une crise démocratique ». Olivier Dussopt lui répond « Non, c'est une crise sociale et politique ». Vous en pensez quoi à la France insoumise? Dites-moi, William Martinet. D'abord dire que le discours qui a été tenu à l'instant par ma collègue macroniste est absolument insupportable. Je suis député des Républicains, donc vos éléments de langage, vous pouvez les oublier. Le discours de la vérité
Oui. On ne s'en sortira pas avec ça. Enfin, expliquer que la vérité est du côté de durcir. Non, mais la vérité est du côté de allonger la durée de cotisation, reculer l'âge de départ à la retraite, et que les Français qui contestent cette réforme des retraites sont des Français qui n'acceptent pas le discours de vérité. C'est ça qui met les gens en colère. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ces propos. Et pour ce qui est des syndicats et de leur soi-disant déconnexion avec la réalité sociale, là, vous avez raison de dire une chose, je le partage, les gens veulent vivre de leur travail, mais pour que les gens vivent de leur travail, il faut augmenter les salaires. Et c'est ce que demandent tous les syndicats. Et c'est ce que défendent, et c'est ce que pensent la plupart des salariés. Et quand vous nous dites discours de vérité sur l'état des finances de la France, mais excusez-moi, il y a chaque année dans ce pays 160 milliards d'euros de cadeaux fiscaux ou de cadeaux sociaux qui sont faits aux grandes entreprises. C'est ça qui ruine le pays, c'est ça qui fait qu'on n'a pas les moyens soit d'augmenter les salaires, soit de financer nos services publics. Donc prenons cet argent-là et redistribuons à ceux qui effectivement travaillent dur et malheureusement n'ont pas des revenus qui sont satisfaisants. Réponse à ce que vient de dire William Martinet, Christophe Marion, et ensuite crise démocratique ou alors crise sociale et politique. Ce que je constate, c'est qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés, on a baissé les charges sociales sur les entreprises et on a redonné de la compétitivité à nos entreprises. Et en fait, la France aujourd'hui redevient un pays à la fois où les investissements étrangers viennent, alors que c'était plus le cas, et puis où les entreprises finalement créent de l'emploi et on a un taux de chômage extrêmement bas. Donc je veux bien qu'on se remette à taxer à nouveau les entreprises. En fait, ça veut dire simplement qu'on augmentera le chômage. C'est tout. C'est assez simple finalement. Maintenant sur le sujet crise démocratique, je termine. Moi, je ne vous coupe pas. J'écoute votre litanie de discours. Souffrez de m'entendre. Sur la crise démocratique, il y a une crise politique, on est d'accord. Il y a une crise sociale, on est d'accord également. Il n'y a pas de crise démocratique. Nos institutions, elles fonctionnent. Alors certes, on peut être d'accord ou non sur le 49.3, j'étais contre l'emploi du 49.3, donc je le dis très facilement et je me suis exprimé publiquement sur ce sujet. Je n'étais pas le seul. On peut contester l'utilisation du biais du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On peut contester l'ensemble, et y compris le Conseil constitutionnel, parce que dès qu'il prendra une décision, je pense qu'elle sera immédiatement contestée par celles et ceux qui ne seront pas d'accord avec. Mais au fond, ça fonctionne. Nos institutions aujourd'hui fonctionnent. Je sais qu'on a dans l'hémicycle des gens qui prônent le droit à l'insurrection, reprenant une très vieille constitution qui n'a jamais d'ailleurs été appliquée en France, mais au fond, on peut essayer de renverser la table. Je crois qu'aujourd'hui, on a des institutions solides, et c'est pas en les critiquant qu'on arrivera à sortir notre pays de la crise. Bien, institutions solides. Alors, William Martinet, question. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14, c'est-à-dire vendredi prochain, pas ce vendredi, pas demain, mais le vendredi suivant. Est-ce que vous contesterez la décision ou pas? Alors d'abord dire que le Conseil constitutionnel, s'il juge uniquement en droit, a déjà 1000 raisons de censurer ce projet de réforme des retraites. Non, mais il faut le dire. Oui. Il faut le dire. Oui. Que ce soit l'article 47.1, c'est-à-dire de limiter le temps de débat sur cette réforme des retraites en prenant le prétexte d'un projet de loi de finances rectificatif qui normalement est utilisé pour corriger des situations d'urgence dans l'année et absolument pas pour faire des réformes structurelles comme la réforme des retraites. Donc simplement cet argument, en droit, ça suffirait à justifier la censure du texte. Ensuite, il y aura une question politique, sans doute, que vont se poser les membres du Conseil constitutionnel, même si évidemment ils l'assumeront pas. C'est de dire, est-ce que la censure du texte, c'est aussi politiquement un moyen de sortir le pays de l'impasse? C'est-à-dire avec un président de la République qui est seul, qui est entêté, qui impose un projet de loi à un peuple français qui ne le veut pas. Est-ce que la censure, c'est pas un moyen finalement à ce que tout le monde, personne ne perde la face et que le pays sorte de la crise? En tout cas, quelle que soit la décision, et même si le Conseil constitutionnel valide ce texte, heureusement que dans notre pays, dans un état de droit, le Conseil constitutionnel valide un texte, ça n'empêche pas de conserver son opinion, c'est-à-dire d'être en désaccord avec ce texte, et ça n'empêche pas non plus le droit de manifester et de continuer à se mobiliser. Donc moi je vous le dis, c'était ça votre question. Nous allons continuer à nous mobiliser contre ce texte, et on se rappelle l'histoire sociale de ce pays. Il y a déjà eu des projets de loi validés par le Conseil constitutionnel, promulgués, qui ont été finalement retirés sous la pression sociale. C'était par exemple le cas de Jacques Chirac en 2006, avec
avec le contrat première embauche, et peut-être que le président de la République devrait s'inspirer de la sagesse de Jacques Chirac à l'époque. C'est pas ce que vous disiez à l'époque. L'éloge de Jacques Chirac, dites-moi. On était très contents. J'étais dans les manifestations contre le contrat première embauche et j'étais très content que Jacques Chirac le retrait du CPE. Je vais revenir sur... Bien sûr que si, justement. Non, mais ne portez pas le message de la voix de Jacques Chirac à cette époque. C'est simplement ce que je veux dire. On était très heureux que Jacques Chirac, à l'époque, même si idéologiquement, politiquement, il était convaincu de ce projet de loi, et c'était bien évidemment son droit, à l'époque, Jacques Chirac a pris conscience que dans le pays, la contestation sociale était si forte qu'il n'était pas raisonnable d'imposer au pays un tel projet de loi. Je vais revenir sur cette crise démocratique dont parle Laurent Berger. Y a-t-il, oui ou non, crise démocratique juste après la pub? Il est 11h19, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h22. Alors, crise démocratique ou pas? Moi, je voudrais, vous allez réagir, je voudrais reprendre le tweet de Bastien Lachaud. Ce matin, ou hier, je ne sais plus. La démocratie recule en France. Yael Braun-Pivet sanctionne les députés. Darmanin veut couper les subventions de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Macron veut encaserner des enfants. Ça, j'ai pas très bien compris. Je crois que c'est le SNU. Enfin, c'est pas tellement la volonté, mais enfin bon, peu importe. Leur modèle, c'est Vichy. Attendez, leur modèle, c'est Vichy. La République, c'est nous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour Emmanuel Macron, le modèle qu'il suit, c'est celui de Vichy? Je ne sais pas si le modèle qui suit, c'est celui de Vichy. Mais c'est ce que dit Bastien Lachaud. Moi, je pense qu'il y a une dérive autoritaire. Je pense qu'il y a une dérive autoritaire dans le pays et que nous sommes dans un moment où finalement tous les travers de la Ve République, c'est-à-dire sa capacité à donner tous les pouvoirs à un seul homme et à décider contre le pays, eh bien ces travers-là sont en train de se révéler. Voilà, on paye aujourd'hui le prix d'avoir une constitution, alors qui date de 58, qui a été rédigée à un moment où on était sous la menace d'un coup d'État militaire et où donner tous les pouvoirs au général de Gaulle était vu comme la seule façon de sortir la crise. Mais sauf que ce qui a peut-être marché à l'époque, enfin encore ça fait débat, aujourd'hui c'est plus du tout adapté. Aujourd'hui ça se transforme en constitution qui permet par différents articles de museler le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui permet à un homme seul d'imposer son projet de réforme des retraites, quoi qu'il en coûte, contre le peuple français, contre l'ensemble des organisations syndicales et même en partie contre sa majorité, parce qu'au sein de la majorité macroniste, ça commence à remuer. Il y a des députés qui se disent « je suis d'accord sur le fond, mais quand même cette réforme, elle nous coûte très cher ». Et l'entêtement d'Emmanuel Macron, qui lui n'aura pas besoin de se faire réélire aux prochaines élections parce que c'est son dernier mandat. Médiation. Voilà. Donc on a un problème d'institution. Et donc pour sortir de cette crise, il va nous falloir effectivement une 6e République qui, à un moment, donne plus de respiration démocratique et donne plus de capacité aux électeurs, aux citoyens de voter, de décider. Par exemple, on pourrait faire des référendums. On pourrait être dans des institutions. On va voir le référendum. Oui, mais sauf qu'il faut que ce soit Emmanuel Macron, il faut que ce soit le monarque républicain qui accepte, qui nous donne le droit de faire un référendum ou pas. Moi, je pense dans ce genre de moment, l'initiative devrait être celle des citoyens. En fait, mais je vous repose la question, parce que j'aime bien poser la question, est-ce que le modèle d'Emmanuel Macron, c'est Vichy? Non, le modèle d'Emmanuel Macron, c'était pas d'accord avec ce que dit Bastien Lachaud? Je sais pas, j'ai découvert votre tweet en vous écoutant. Je vous le donne, merci. Mais je partage avec Bastien Lachaud l'idée qu'il y a une dérive autoritaire. Parce que c'est vrai qu'il y a la cohérence de plusieurs facteurs. Il y a ce sujet sur la réforme des retraites avec le propos que j'ai tenu, mais on a en même temps la question de la répression policière. On a en même temps effectivement Darmanin, un ministre de l'Intérieur, qui se permet, pour parler de l'opposition, de parler de terrorisme intellectuel. Bon, les mots ont un sens. C'est dangereux de faire ça. C'est dangereux d'expliquer que le débat politique sont excessivement dangereux. Sont terroristes. Non, mais vous avez le droit. Et ça fait partie du débat politique de dire quels sont les désaccords. Oui, non, mais là, Darmanin a utilisé le mot terroriste pour qualifier l'opposition politique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à partir du moment où on dit que les adversaires politiques sont en fait des terroristes, on ouvre la porte à toutes les radicalités. C'est des propos qui sont dangereux. Donc j'aimerais que, y compris du côté des macronistes, on descende un petit peu en pression et qu'on accepte le désaccord politique. Et voilà, si vous pouvez envoyer ce message à votre ministre de l'Intérieur de baisser d'un ton. Quand on est une femme, il faut se battre. Ce tweet est quand même intéressant. Monsieur Lachaud compare le président de la République et la Ve République telle qu'elle est exercée aujourd'hui au régime de Vichy, c'est-à-dire à un régime qui a collaboré avec les Allemands pour envoyer des Juifs dans les chambres à gaz. La réalité, elle est là.
Les mots ont un sens et c'est des mots qui sont d'une force absolue. Comment? Alors on nous accuse après d'avoir réduit le temps du débat en utilisant le PLFSS comme moyen pour discuter de cette réforme des retraites. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Moi j'ai vécu les 15 jours de débat. Je peux vous dire que ça aurait pu durer 6 mois ou 1 an avec cette qualité de débat qu'on a eu. Franchement, merci. Quand vous avez face à vous... Ça a permis de débusquer l'arnaque de la retraite à 1 200 €. Quand vous avez face à vous des gens qui vous disent que le président de la République peut être comparé à Pétain ou au régime de Vichy, franchement, vous voyez la qualité du débat. Donc, au fond, on ne peut pas à la fois dire on veut du débat et en même temps mettre en place tous les éléments pour qu'il ne fonctionne pas parce qu'on est dans l'insulte, l'invective ou l'exagération. Je crois qu'à un moment, il faut retrouver le sens du débat démocratique. Mais en fait, vous voyez finalement ce à quoi on assiste dans l'hémicycle, c'est-à-dire un gouvernement, une extrême gauche qui se renvoie un peu la balle et qui finalement se sert très bien l'un de l'autre, au détriment des Français. Parce que moi, quand j'entends le discours de la France insoumise, le meilleur vecteur de la France insoumise, c'est la peur, la crainte et la terreur. Et aujourd'hui, moi je considère qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans le pays et il faut que les choses soient claires. Parce qu'on vit dans une société de confusion où on fait croire que tout le monde peut faire tout, qu'on ne sait plus où on va et finalement on laisse planer un flou. Et ce flou porte préjudice aux Français parce qu'ils sont perdus, ils manquent de repères et ils ne savent pas où on veut les conduire. Et c'est la grande faillite d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, de ses parlementaires, c'est d'avoir fait croire aux Français qu'on pouvait tout faire avec la gauche, avec la droite. Je distribue un peu à gauche, je distribue un peu à l'extrême gauche, un petit peu à droite, un petit peu à l'extrême droite. Et puis tout ça va très bien se faire parce qu'il faut s'enrichir les uns les autres. Oui, bien sûr qu'il faut s'enrichir les uns les autres. Mais il faut s'enrichir avec une ligne. Et aujourd'hui, la ligne, on ne la connaît pas. Donc les Français, à la fois, voient qu'ils fournissent des efforts, ils sont méritants, ils veulent s'en sortir, ils essayent d'affronter les crises avec vraiment une très grande conciliation, je trouve. Et je trouve vraiment une abnégation, sincèrement, qui force admiration, parce que quand même, on paie le poids des lourdes conséquences politiques qui ont été celles de la gauche et de l'extrême gauche pendant des années. Et quand je dis ça, je pense notamment à l'énergie. Et en même temps, aujourd'hui, on leur dit, continuez à faire ce que vous faites, mais on ne sait pas où on va vous emmener. Et la responsabilité, elle est là. Et c'est ce que moi, je dis. Moi, mon discours, il est de dire, il faut que vous fournissiez des efforts, parce que c'est qu'avec le travail que vous vous en sortirez. Donc surtout, ne lâchez rien. La France est courageuse, les Français sont courageux, la force de vos travail fera qu'on arrivera à permettre à ce qu'ils puissent vivre décemment de leurs efforts. Et c'est ça le message qu'on doit leur envoyer. Bien, nous allons parler politique juste après la pub, parce qu'il est déjà 11h30, et vos réactions à ce sondage important. Or, je sais bien que nous sommes à 4 ans d'une élection présidentielle. Je me méfie terriblement des sondages. Pourquoi ? Parce que finalement, une élection présidentielle, c'est la photographie de l'état de l'opinion 3 mois avant l'élection présidentielle et au moment de l'élection. C'est pas la photographie de 4 ans. Néanmoins, ces sondages permettent de regarder les mouvements politiques. Et on voit qu'il y a une poussée du Rassemblement national et notamment de Marine Le Pen. A tout de suite, 11h30. Jacques Bourdin. Bien, 11h33. Je voudrais votre réaction parce que ce sondage, qui est un sondage important sur le terrain purement politique, sondage qui a été publié hier, c'est un sondage fiducial Sud Radio avec le Figaro Magazine, un sondage IFOP qui dit quoi ? Imaginons dimanche élection présidentielle. Je vais vous donner le résultat. Alors, le candidat de la majorité, c'est Édouard Philippe. Mais évidemment, c'est quand même le candidat le plus probable, quand même, non, Norblin ? Moi, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas, vous ? Moi, je pense qu'en fait, Emmanuel Macron essaie de faire planer le doute, fait monter les ambitions, les uns et les autres se voient à la place, voilà. Mais en fait, je ne crois pas plus à Édouard Philippe qu'à un Bruno Le Maire, qu'à un Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, moi, les sondages, sincèrement, je pense que les Français, c'est la même chose, me laissent totalement froide. Je suis assez comme vous, mais ça montre quand même, des tendances. Ça montre des tendances. Alors, ça sonde l'état d'esprit de la France. Imaginons, oui, un état d'esprit. Imaginons, hypothèse Édouard Philippe, candidat majorité présidentielle, nouvelle majorité présidentielle, ça donnerait en tête Marine Le Pen 29%, Édouard Philippe 26%, Jean-Luc Mélenchon 17%. Ensuite, alors je cherche parce que ça descend très bas, c'est Éric Zemmour 6%. Fabien Roussel, 5. Et ensuite, alors,
je ne vais pas plus loin. Le candidat des Républicains, je le cherche, il serait très bas, à moins de 4. Non, mais parce qu'on n'est pas du tout... 4,5. Une élection présidentielle, c'est une élection qui se prépare à l'avance. On n'est pas dans l'immédiateté là de l'élection présidentielle. On sort d'une élection. Donc on a 4 ans pour se mettre en ordre de marche, et c'est tout l'objectif des Républicains. Voilà, on n'est pas en train d'essayer d'avoir un acquiescement autour d'une personnalité, ce que les médias aimeraient beaucoup. Voilà, on essaie de travailler sur le fond. D'ailleurs, c'est la ligne d'Éric Ciotti. Et c'est pour ça que les sondages me laissent froide, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se gave aux sondages et à l'information en direct. Vous savez, les sondages laissent froid quand on est bas. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Vous savez, en 2017... Je parle pour la classe politique que je connais par cœur, qui se méfie des sondages quand ils sont mauvais et qui les encense quand ils sont bons. Non, je suis pas d'accord avec vous, parce que il faut rester la tête froide, parce que ce qui compte, c'est le terrain. Mais je suis une femme de terrain. Vous avez raison. Et personne aujourd'hui, je vais vous dire mon sentiment et ce qui se passe, personne aujourd'hui me parle de l'élection présidentielle. Non, mais évidemment. Donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on agisse. Et la droite n'a jamais gagné une élection sans rassembler, sans travailler et sans porter des messages qui parlent aux Français. Et c'est ce que la droite doit faire, et ce que la droite est en train de construire. Que constate-t-on à travers tous ces sondages qui paraissent? C'est que Marine Le Pen est en progression. Oui. Ça, c'est un constat. Elle est en progression. Alors pourquoi est-elle en progression? Posons-nous la question. Est-ce qu'elle est en progression parce qu'elle propose plein de choses et parce qu'elle a une attitude qui aujourd'hui correspond aux aspirations des Français? Et pourquoi ne pas le dire si c'est la réalité, hein? Évidemment. Ou alors, est-ce qu'elle profite de cette confusion, on parlait de confusion politique, pour tirer son épingle du jeu? Moi, je pose la question. Alors, au fond, Christophe Marion. Oui, il y a deux sujets. D'une part, elle profite du fait qu'elle ne dit rien. Moi, je n'ai quasiment pas entendu les députés du Rassemblement national pendant la réforme des retraites, pendant le débat à l'Assemblée nationale. Je ne les ai quasiment pas entendus. En fait, ils ne prennent pas de risques, ils n'annoncent rien et ils surfent sur la vague. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, elle profite aussi du fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à mettre de la complexité dans les échanges qu'on a avec la population française, avec nos concitoyens. Aujourd'hui, le monde est complexe. Pas du tout. Moi, je discute avec eux très simplement. Quand je parle réforme des retraites, quand je parle partage de la valeur, eh bien, ça n'est pas des slogans. Et on ne peut pas discuter avec les Français à l'aide de 3 slogans faciles. Or, Marine Le Pen, c'est ce qu'elle fait. Et, eh bien, au fond, ça fonctionne. Eh bien, je crois que nous, notre responsabilité, parti de gouvernement, c'est d'expliquer les choses, d'y mettre du temps, de faire de la pédagogie. Je suis désolé. Mais non, Marine LePen a un discours clair. Il est anti-européen. Mais anti-européen. C'est la faute de Maastricht. C'est le discours est clair. J'étais élu local, j'étais maire il y a encore un an. Moi, je suis tout le temps sur le terrain. Tous les week-ends, je suis sur le terrain. Je rencontre les Français. C'est pas parce que vous aviez un mandat local que pour autant vous êtes sur le terrain. Quand vous dites que c'est difficile de nouer le dialogue avec les Français, je vous assure que c'est pas difficile du tout. C'est difficile de leur expliquer. Non, ils comprennent très bien. C'est simplement que le politique, et c'est ce qui est justement cette grande faillite du macronisme, si on peut dire les choses ainsi, c'est que Emmanuel Macron se place au-dessus de tout, croit tout savoir, avec un parti de technocrates, de cadres, de grands penseurs, de sociétés qui vont faire des analyses en dehors du Parlement, va développer des petites commissions ici ou là, et il va croire que les experts, que tout ça va lui donner le savoir, parce que lui est le sachant, et les Français ne savent rien. La situation est très simple sur le terrain. Allez écouter les Français, et moi, quand je prends la parole dans l'hémicycle, je porte ce que l'on me dit. Et quand on me dit que ça va bien, je vote, et notamment la réforme des retraites. Il fallait sauver notre système par répartition, ce que ne veut pas l'extrême gauche, mais ça c'est son choix. Mais il y a des choses aussi où on ne peut pas laisser aller, et il faut dire les choses. Et donc les Français, vos concitoyens comprennent la réforme des retraites dans votre circonscription. Vous allez leur expliquer, ils le comprennent très bien. Quand je leur explique la manière où je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'il faut travailler si on veut sauver cette solidarité intergénérationnelle, oui, les Français m'entendent. Alors William Martinet, chaque sondage, pourquoi Marine Le Pen progresse régulièrement dans les sondages en ce moment? Je vous pose la question. Chaque sondage est l'occasion d'une opération de promotion de Marine Le Pen, expliquant que elle a tout compris, elle a les bonnes propositions, elle est en phase avec les Français. Vous pouvez pas contester. Je vais vous donner des chiffres que vous ne pourrez pas contester. Comme les Français n'ont pas une mémoire de poisson rouge, ils ont l'expérience des sondages et du résultat des élections présidentielles, que ce soit 2012, 2017 ou 2022. Dans ces sondages, systématiquement,
et systématiquement, ce sont des faits que je dis, Mélenchon est sous-coté, Marine Le Pen est surcotée. Je vous donne des chiffres, on parle de chiffres. 3 jours avant le premier tour de 2022, le même institut de sondage annonçait Jean-Luc Mélenchon à 17%. Vous savez qu'il a fini à 22%. 1 an avant, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 11%. 1 an et demi avant, il était annoncé à 7%. Et c'est la même chose pour Marine Le Pen dans l'autre sens. En gros, entre un sondage 1 an avant et le résultat qu'elle a fait au premier tour, elle perd à peu près 5 points. Donc, pour des raisons sociologiques, politiques, on peut en débattre, c'est peut-être pas le moment, il y a systématiquement cet effet où Mélenchon est plus bas et Le Pen est plus haut. Et même, j'irai un petit peu plus loin, parce que là, vous parlez du sondage qui est testé avec Édouard Philippe. Mais si on teste les autres candidats putatifs pour représenter la Macronie. Oui, enfin, putatif, Bayrou, il ne sera jamais candidat. Voilà, le maire ou Darmanin, je sais pas, le collègue macroniste nous dira ce qui est le plus crédible. Dans cette configuration-là, quel est le second tour? C'est Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et même mieux, je fais toute l'analyse du sondage. Si Jean-Luc Mélenchon rassemble toute la NUPES, il est annoncé dès maintenant à 22%. Et donc si on prend en compte le phénomène dont je parle tout à l'heure de Mélenchon sous-côté, vous n'arrêtez pas de vous déchirer entre vous. Écoutez, la preuve, c'est les électeurs dans le sondage qui disent. Mais vous avez menti, vous avez menti. Je le traite exactement. Je vous ai pas interrompu tout à l'heure, s'il vous plaît. Je le traite exactement comme vous l'avez dit. Il faut le prendre pour l'objet statistique qu'il est, et ensuite on analyse, on commente, etc. Et donc moi je vous dis, cette tendance-là, on n'a jamais été hors campagne présidentielle aussi. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, on n'a jamais été aussi haut. Donc non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est normal que c'est même courant chez elle. L'hypothèse Bruno Le Maire, vous savez à combien elle est? Plus de 30%, je sais plus. Voilà. L'hypothèse Gérald Darmanin est 35. Banal. Voilà. Donc banal que Marine Le Pen soit testée aussi haut dans des sondages hors campagne électorale. Donc juste qu'il faut se dire, je dis juste ça, pas pour dire qu'il n'y a pas de menace de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Je pense que c'est un sujet veulent voter pour Marine Le Pen, très sérieux. Vous y pouvez, c'est le débat politique, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et pourquoi il ne faut pas voter pour... Plus vous parlez, plus vous faites monter l'extrême droite, plus vous faites monter Marine Le Pen. Je sais pas sur quoi vous êtes le parti du chaos, vous êtes le parti du désordre. Quel est le seul parti qui, dans les classes populaires, rivalise avec Marine Le Pen? Vous mettez à chercher le pays. Est-ce que c'est LR? Est-ce que c'est Valérie Pécresse qui allait chercher les ouvriers et les employés pour qu'ils votent pas Rassemblement National? Vous n'existez pas dans ces catégories socioprofessionnelles. Que ce soit les Républicains ou les macronistes, vous n'existez pas dans les catégories populaires. Les seuls partis politiques qui sont présents, c'est Le Pen et Mélenchon, c'est le Rassemblement National et la France Insoumise. Donc il y a ce débat-là. Ou le Parti communiste. Après, on a, excusez-moi, avec le respect que j'ai pour mes camarades communistes, leur score aux élections présidentielles fait qu'ils n'étaient pas présents significativement. Donc ça veut dire qu'on a une lourde responsabilité, on a du travail, c'est pas simple à faire, mais je pense, sans faire de politique fiction, dans les années à venir, le macronisme va s'effondrer, parce que je pense qu'on est en train de constater ça, et qu'on va passer d'une tripartition du paysage politique à une bipartition, et on va avoir un affrontement insoumis Rassemblement National. C'est un long dialogue tout seul, monologue exactement. Vous êtes exprimé. Il n'y a pas de problème. Très vite, mais un peu de tout, et ensuite on donnera la parole à Christophe Marion. C'est que Marine Le Pen profite de ce discours de désordre et de chaos porté par l'extrême gauche. À un moment donné, on paie aujourd'hui, et effectivement Marine Le Pen en profite, les choix qui n'ont pas été ceux d'Emmanuel Macron parce qu'il n'a jamais voulu trancher, et le en même temps est parfaitement révélateur, et le laxisme dans ce pays. Pardon, mais Sainte-Soline, c'est à proprement scandaleux. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui un politique issu du gouvernement, Emmanuel Macron, dénoncer avec force et vigueur ce qui s'est passé à Sainte-Soline? Oui, Darmanin. Non, mais Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rien. Donc, à un moment donné, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai laxisme, ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Un vrai laxisme, parce qu'on laisse l'extrême gauche, peut-être, un vrai laxisme qui laisse l'extrême gauche proliférer, parce que ça sert aussi le gouvernement, et parce que, après moi, le déluge... Vous pensez que le gouvernement, Darmanin, laisse l'extrême gauche agir? Aujourd'hui, il y a un jeu malsain sur le dos des Français, et moi, je le vois de plus en plus, et c'est grave, c'est très très grave, parce que le fait de faire preuve d'un aussi grand laxisme,
populisme met le pays face à une situation inéluctable et qui crée aujourd'hui vraiment du malaise sur le territoire. Et c'est profondément dangereux et vraiment très très grave d'avoir ce discours parce qu'on ne peut pas on peut pas permettre aux Français malheureusement de vivre cette situation. Je vais donner la parole. Christophe Marion, vous allez la voir, mais je suis obligé de faire de la pub. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vous qui allez prendre la parole tout de suite après la pub. À tout de suite. Jacques Bourdin. Il est 11h47. J'ai promis à Christophe Marion, Marine Le Pen, qui c'est une tendance, encore une fois, qui progresse dans les sondages. Qu'en dites-vous? Alors, moi, je suis content d'être venu d'abord parce que j'ai appris, alors tour à tour, la mort de Renaissance, ensuite l'élection à la prochaine présidentielle. Écoutez, on verra. À la prochaine présidentielle, la victoire soit de Marine Le Pen, soit de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ceci dit, ça fait 15 ans qu'on me dit que Jean-Luc Mélenchon est le président de la République. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Mais ce que je constate, moi, vous me parliez du terrain tout à l'heure, c'est qu'au fond, on est quand même un peu déconnecté de ce que les gens me disent sur le terrain. Parce que j'y suis tous les week-ends, y compris dans les milieux populaires. Y compris dans les milieux populaires dont je viens. Alors, c'est ma famille, j'arrive à m'y retrouver de temps en temps malgré tout. Ils me parlent de l'inflation. J'ai vu des boulangers la semaine dernière qui voient leur facture d'électricité exploser. On essaie de trouver des solutions pour ça. Ils me parlent de déserts médicaux. Ils me parlent de déserts médicaux. Et sur les déserts médicaux, on travaille dans une logique transpartisane avec LFI, le PS, les LR. Ils vous parlent pas un petit peu des retraites. Ils me parlent aussi de la réforme des retraites et je leur explique la raison pour laquelle j'y étais favorable. Mais au fond, ils me parlent pas de l'élection, de la prochaine élection ou de la montée de Marine Le Pen. On nous a demandé de commenter un sondage. Moi non plus sur ma circonscription, j'ai parlé avec personne de la prochaine élection présidentielle. Mais vous parlez pas de la presse, mais vous parlez de Marine Le Pen. Oui, mais pour lutter contre Marine Le Pen, c'est les déserts médicaux qu'il faut résoudre. C'est l'inflation qu'il faut combattre. On ne parle jamais de Marine Le Pen. Ça, c'est pas vrai. Non, les Français nous parlent de ce qu'ils veulent voir dans leur politique. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne vous parlent pas de personnalité politique. Ils vous disent, voilà, vous êtes mon député. Voilà ce que vous devez faire. Voilà moi ce dont j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin d'un député? J'ai besoin que le député me défende. Et pardon, mais votre discours, moi, me fait très très peur parce que ça veut dire qu'on a les mêmes retours du terrain. Non, mais pardon, mais on a vraisemblablement les mêmes retours du terrain quand vous dites que vous parlez à des boulangers, etc. Mais pas la même manière d'agir. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui crée un exemple. On a fait un tour de France sur les déserts médicaux. On a autour d'une même table, on a des députés, un député LFI, PS, Horizon, LR, qui viennent travailler en Renaissance avec moi. Les gens, la première chose, il y a 300-400 personnes dans chaque salle de l'étape du Tour de France qu'on fait. La première chose que les gens nous disent, c'est qu'est-ce que ça fait du bien de voir sur une même estrade des députés de tous horizons politiques qui travaillent ensemble. Ils ont besoin de ça. Mais c'est comme et la montagne va accoucher d'une souris. Et la montagne va accoucher d'une souris. Est-ce qu'il y a un député RN? Non, il n'y a pas de député RN. Voilà. Et bien là, vous avez tort. Je vais vous dire tout de suite, vous avez tort, parce que vous mettez le député RN à l'écart, et le député RN, il va dire quoi? Regardez, on nous met à l'écart. Mais c'est le en même temps d'En Marche. Les comités transpartisans se développent mais n'aboutissent jamais à rien. C'est simplement la communication. Servez-vous de ce qu'on vous propose comme solution. Les Républicains, votre collègue LR y participe, donc c'est bien qu'il doit y trouver du lien. Le gouvernement et la majorité, enfin les élus macronistes, voyez, n'ont plus du tout la même manière de concevoir les Républicains aujourd'hui, voyez, alors que nous on a gardé toujours notre ligne. Parce qu'on peut aider à faire passer. Mais non, mais c'est important parce que il faut se saisir de ce qui se passe et de ce que l'on dit et des propositions avec des réactions concrètes. C'est ça qu'il faut pour les Français. De la rhétorique du RN. On a beaucoup parlé des boulangers et des faillites des boulangers. Bien sûr. Au mois de janvier, il y a eu, je crois, 128 ou 135 boulangers qui ont fait faillite en France. Mais il y a eu 165 créations de boulangeries. Et le RN dit quoi? Dit, il y a eu 125 faillites. Écoutez, moi je veux bien personne ne lui répond. Mais il y a eu, à côté de ça, Monsieur Bourdin, 165 créations de boulangeries. Est-ce qu'on peut savoir où ont été créées ces 165 boulangeries? Pardon, parce que moi, je veux bien qu'on nous donne des chiffres, mais je n'ai pas une seule création de boulangerie dans mon territoire. En revanche, j'ai des fermetures. En ville, par exemple, à Paris, il y a eu plus de créations de boulangeries que de fermetures. Par exemple... Donc tout est concentré dans les agglomérations. Donc ça veut dire qu'on laisse tomber les zones rurales. Mais vous savez que c'est l'évolution malheureuse de notre société. Mais non, pas du tout. C'est pas une évolution. Non, mais c'est pas une évolution. Non, mais c'est simplement aujourd'hui on fait tout. Une évolution malheureuse. Mais oui, enfin c'est pas exactement le terme que j'ai employé. C'est surtout un glissement, malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'habiller Paul et on déshabille Jacques, vous voyez. Parce que à un moment donné, on a dévitalisé nos centres-bourgs.
on n'a plus aucun commerce qui peut se maintenir. Les coûts des loyers sont exorbitants, les coûts de l'énergie sont exorbitants. Moi, vous savez, et ça devrait sensibiliser la gauche et l'extrême gauche, vous savez, quand j'ai des boulangers qui me disent, vous savez, moi, que je suis obligée de faire mon pain dans le noir. Mais vous savez que quand... C'est quand même qu'il y a un vrai problème. Vous savez pourquoi Marine Le Pen prospère dans certaines zones périurbaines ou rurales? C'est quand un écolo lui dit il faut plus utiliser votre véhicule diesel parce que ça pollue l'atmosphère. Qu'est-ce que les Républicains vous ont toujours dit? Que fait l'électeur? Il vote Rassemblement National. On met la charrue avant les bœufs. Et on est bien d'accord, c'est ce que les Républicains vous ont toujours dit. On a toujours, par exemple, les eaux à faible émission, on l'a toujours dit que c'était nocif pour les Français qui viennent notamment des milieux ruraux, pour les classes moyennes, parce qu'aujourd'hui un véhicule électrique coûte très cher, mais on est sur le dogmatisme idéologique des écologistes portés par l'extrême gauche, qui en vérité n'a pas une conscience écologique, a une politique de décroissance. Et en fait, elle veut réduire à néant notre économie française, et au final, finalement, on revient à l'âge de pierre. Français, William Martinet. On parle beaucoup du Rassemblement national depuis tout à l'heure. C'est dommage du coup qu'on n'ait pas un représentant du Rassemblement national. On aurait pu lui ou elle poser des questions. On aurait pu lui demander par exemple pourquoi le Rassemblement national est contre l'augmentation du SMIC. Et que sur ce sujet-là, ils sont main dans la main avec les macronistes et le LR. Ils votent les amendements avec vous dans l'hémicycle. En tout cas, pour refuser l'augmentation du SMIC, c'était Rassemblement national, macronistes et LR. On pourrait leur demander aussi, parce que les gens qui travaillent avec des petits salaires, c'est pas seulement ceux qui sont au SMIC, c'est aussi ceux qui sont autour du salaire médian, qui sont à 1500, 2000. On pourrait leur demander pourquoi est-ce qu'ils refusent l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà, parce que les gens, le panier au supermarché, ça a été plus 15%, et quand on a un salaire moyen, ça n'a pas été plus 15%. Voilà, on pourrait demander aussi au Rassemblement national pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Voilà. Surtout pendant la crise Covid, on a eu une accumulation de richesses absolument déraisonnable entre les mains de quelques-uns. C'est peut-être temps de répartir un peu mieux ces richesses. Et pourquoi est-ce que le Rassemblement national refuse systématiquement de voter ça? Ces débats-là devraient être... Sur la question sociale, sur la question sociale, le Rassemblement national, en réalité, a le même logiciel politique, économique que les macronistes qui sont au pouvoir. Voilà. Ils refusent de donner des droits aux travailleurs. Ils refusent de mieux répartir les richesses. Ils ont un logiciel qui est libéral. Mais moi, je viens de vous donner toutes nos propositions. Je ne sais pas si vous avez compris dans ce que je disais. Alors, excusez-moi, c'était peut-être pas très clair, mais du coup, la France insoumise, on est pour l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation et le retour de l'impôt sur la fortune. C'est un sujet au sein du groupe transpartisan qui a été débattu. Alors évidemment, tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y a globalement, mais c'est un sujet qui existe depuis cette mandature encore davantage, qu'est-ce qu'on fait avec le Rassemblement national? Est-ce qu'à un moment on considère que c'est un parti, j'allais dire, comme les autres, et donc on l'associe au projet, et c'est en les mouillant dans notre fonctionnement démocratique, qu'on arrivera à les décrédibiliser? Ou est-ce qu'on maintient un cordon sanitaire absolu ça veut dire quoi, qui fait que le risque... Je défends pas le Rassemblement national, mais ça veut dire quoi? On finirait par le croire, monsieur cordon, Bourdin. Mais non, évidemment que non. Mais c'est un cordon sanitaire, ça veut dire quoi? Concrètement, monsieur Bourdin, concrètement, le cordon sanitaire, c'est nous n'acceptons pas dans le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux d'élus du Rassemblement national. C'est ça le cordon sanitaire. C'est une erreur. C'est un débat. C'est un débat. Vous faites monter exprès et artificiellement Marine Le Pen par vos agissements. Non mais écoutez, c'est ça qui est grave. C'était une décision du groupe transpartisan. Vous êtes représenté. C'est une décision de la Macronie, c'est les éléments de langage. Je vous pose à ça. Vous n'êtes pas dans le groupe de travail transpartisan et vous vous permettez de dire ce qu'il en est sorti. Mais c'est faux. Vous avez des adhérents LR qui y sont. C'est grave d'agir comme ça. Marine Le Pen, le président de la République est en Chine. Certains ont critiqué ce voyage du président de la République au moment où on est en pleine crise et mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est critiquable? Bien sûr, parce que la Chine, pourtant, ça devrait vous parler. Vous devriez être content. Il y a une stratégie depuis quelques semaines, que ce soit du côté de Macron ou d'Elisabeth Borne, d'essayer de tourner la page. Voilà. Ils voient bien la difficulté. Le voyage était prévu depuis longtemps. Sauf qu'il n'y a pas que ça. On sait que depuis d'ailleurs le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron est quasiment uniquement concentré sur l'international et il a cherché en fait le moins possible à mener le débat sur la réforme des retraites. En ce moment, donc bien sûr. Mais moi je pense qu'il y a une stratégie qui est assumée de leur part d'essayer
de tourner la page, que ce soit sur l'international, sur les sujets sociaux aussi. La tentative qu'ils ont eue avec l'intersyndicale, on les rencontre Elisabeth Borne qui invite l'intersyndicale pour discuter de tout, sauf de la réforme des retraites. Moi, je pense que ça ne va pas marcher, que ce soit les voyages à l'international pour discuter du travail. Oui, voilà, mais sauf de la réforme des retraites. Donc, ce qui est pourtant le sujet sur lequel les gens se mobilisent. La réalité, donc ça, je pense que ça ne marchera pas. Pour critiquer, ça n'a pas de sens et c'est vraiment ce que n'aiment plus les Français. Non, moi, je pense que le président de la République, oui, doit aller parler avec ses homologues étrangers. Parce que dans nos institutions, la politique étrangère, la diplomatie française est menée par le chef de l'État. Là où moi, ça me pose question, c'est que effectivement, il laisse le pays dans un mal-être et dans un malaise parce qu'il a toujours essayé de tout grouper autour de lui. Et on voit bien qu'il a un gouvernement autour de lui qui n'est pas capable de porter les difficultés que l'on connaît et donc de mener la politique du gouvernement, la politique pour la nation, ce qui est le rôle du Premier ministre. Donc effectivement, la manière de concevoir est quand même un peu compliquée. Vous savez, ça me rappelle moi ce que j'ai sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand je vais voir une entreprise, j'ai toujours un commentaire. Ah, j'espère que vous avez parlé des 64 ans aux salariés, ils sont pas contents. Quand je vais voir les boulangers, ah, j'espère que vous leur avez parlé de la retraite des 64 ans. Bon, un député aujourd'hui, quand je vais voir une association, ah, mais alors les gens pourraient plus être bénévoles parce que 64 ans, etc., etc. En fait, quand on est député, c'est comme quand on est président de la République, on a beaucoup de sujets à gérer. La réforme de retraite, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le seul que j'ai sur la table. Et le président de la République, c'est pas le seul sujet qu'il a sur la table. Il y a aussi l'ordre du monde à gérer accessoirement. Donc, merci à tous les trois, Anne-Laure Blin, Christophe Marion et William Martinet. Merci d'être venus nous voir pour débattre. C'est toujours très intéressant entre 11h et 12h. Vous savez que vous pouvez retrouver ce débat podcast sur sudradio.fr en podcast et sur notre application Sud Radio. Il est 11h59. Jean-Jacques Bourdin. Jérémy André, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant du journal Le Point en Asie. Merci d'être avec nous. Vous publiez Au nom de la science, Covid-19 qui nous a menti chez Albin Michel. Mais auparavant, je voudrais juste, puisque vous connaissez parfaitement la Chine et l'Asie, je voulais juste vous interroger. Emmanuel Macron est en Chine. Il vient de tenir conférence de presse commune avec Xi Jinping, le président chinois. Tous les deux devant les journalistes ont entamé une sorte de dialogue et j'ai une phrase de Xi Jinping qui m'a frappé tout de même, c'est lui qui la prononce. Voilà ce que dit Xi Jinping à propos de l'Ukraine et de la guerre. Avec la France, nous lançons un appel à la communauté internationale à garder la raison et la retenue. Ça veut dire que il y a un front commun là. C'est l'esquisse d'un front commun franco-chinois ou sino-français. Alors les observateurs étaient très pessimistes. Maintenant, ça c'est une déclaration forte, donc un appel commun. Il va falloir voir qu'est-ce qu'il contient exactement. En particulier, il y avait des espoirs sur le nucléaire. Ou sur d'autres dossiers donc autour de l'Ukraine. Ça va se dérouler, je pense, dans leur déclaration précise. Et surtout, il va falloir voir s'il y a un appel de Xi Jinping au président Volodymyr Zelensky pour en fait faire le pont peut-être entre le bloc autour de la Russie et le bloc occidental. Oui, la Chine et la France qui pourraient peut-être un jour prochain, pas tout de suite, parce que pour l'instant il n'y a pas de lueur de paix, mais qui peut-être un jour pourraient être comment dire, des détonateurs de la paix, en quelque sorte, les initiateurs pour parler de paix un jour. À Bali, Emmanuel Macron espérait que Xi Jinping joue un rôle de médiateur. Peu de gens y croient. Mais simplement, avant cette rencontre à Pékin, l'Élysée nous confiait ses espoirs modérés. Donc en fait, ils veulent juste un premier pas qui peut-être éventuellement à plus long terme leur permettrait d'arriver à ça. Alors est-ce que Xi Jinping a fait ce premier pas ou pas? Les analystes nous diront. Il faudra attendre les jours qui viennent, mais c'est intéressant, la déclaration est intéressante. Bon, Jérémy André, si nous parlions du Covid. Avec plaisir. D'abord, au nom de la science, et en dessous, Covid-19 qui nous a menti. Pourquoi qui nous a menti? Je pense que tout le monde est confus quand même sur l'origine de ce virus. Personne ne sait. On n'a pas de preuves définitives et le public comprend bien que des gens nous ont menti. Alors on va être très clair, la Chine nous a menti.
Elle nous a menti très gravement. Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour la communauté internationale et la communauté scientifique. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'un accident de la nature, d'animaux sur un marché contaminant des êtres humains, ou d'un accident de la recherche, peut-être un virus qui serait échappé d'un laboratoire de Wuhan. Et donc ce mensonge, il est très problématique, en plus parce qu'il répète des mensonges qui avaient été déjà commis par la Chine en 2003 pour la première épidémie de SARS, donc un virus de la même famille, où la Chine avait caché pendant des mois cette épidémie. Aujourd'hui, l'OMS appelle la Chine à faire la lumière sur cette origine, et la communauté internationale doit vraiment faire pression pour que nous sachions. Pour que nous sachions. Le mystère reste entier sur l'origine du Covid. Le jeu de piste continue. Vous l'avez dit, il y a deux hypothèses qui peut-être d'ailleurs pourraient se retrouver. Peut-être ça pourrait être complémentaire, hein, une origine animale, et puis tout à coup des travaux en laboratoire sur ce virus d'origine animale, et puis ce virus qui se serait échappé du laboratoire. Vous, au nom de la science, vous avancez quand même. Hein, vous avancez avec des éléments nouveaux, hein, révélés pour la première fois dans votre livre, des notes confidentielles émises à la veille de la pandémie par la diplomatie et certains services français. Parce que nous étions engagés à Wuhan, nous les Français. Oui. Alors, c'est ce qui est incroyable. Il y avait un accord de coopération entre chefs d'État qui avait été signé en 2004, donc par Hu Jintao et Jacques Chirac, qui a donc fait créer un institut Pasteur à Shanghai, donc dans l'institut de virologie de Wuhan, un laboratoire P4, qui est un laboratoire de très haute sécurité pour les pathogènes, pour les microbes les plus dangereux, comme par exemple Ebola. Or, en 2020, quand la pandémie a éclaté, on n'a pas du tout été préparé. On l'a bien vu, il y a eu une désorganisation complète en France. Et au-delà de ça, le gouvernement français a fait comme s'il ignorait tout de ces questions, donc quelle que soit l'origine, donc un accident de laboratoire. Il était désemparé dans un premier temps. Exactement. Donc ça, il n'y a jamais eu d'enquête, jamais eu d'évaluation, et c'est pour ça que je pensais que c'était important d'enquêter là-dessus. J'ai réussi à parler avec des acteurs clés de la période juste avant la pandémie, et on voit qu'il y avait des luttes internes entre services de l'État, avec des inquiétudes, certains qui voulaient aller plus avant dans la coopération, donc en particulier derrière un champion de la coopération qui est l'industriel Alain Mérieux, et d'autre part des gens qui étaient méfiants des Chinois parce que il y a des problèmes finalement, des soupçons de dérive, donc d'usage dual, c'est-à-dire militaire, ou de risque d'accident. Alors pour contrecarrer toutes les bêtises qui sont dites ici ou là, le virus vient bien de Chine. Ça, il n'y a plus de discussion. Tous les spécialistes que j'ai interrogés en conviennent. Et en fait, en 2021, quand l'OMS est allée à Wuhan, la Chine a essayé de faire croire que le virus aurait été importé à Wuhan par des surgelés, mais c'est grotesque. C'est grotesque. Le virus vient de Chine. Maintenant, est-ce qu'il est d'origine animale ou à l'origine ou est-ce que c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire? Je le disais, les deux peuvent se conjuguer. Là, vous n'avez pas encore la réponse. Alors, on n'a pas de réponse définitive, on n'a pas une preuve. Qu'est-ce que serait une preuve? Ce serait soit qu'un virus extrêmement proche, un virus parent, a été étudié dans un laboratoire juste avant la pandémie, à Wuhan, et voilà, la conclusion la plus simple serait qu'il se soit échappé. Soit qu'on ait trouvé chez un animal, un hôte intermédiaire, comme vous dites, un virus similaire, donc dans des réseaux de commerce animal ou dans des fermes. Or, on a trouvé aucun des deux. Par contre, on a des éléments circonstanciels. Et ça m'amène, moi, mais c'est un avis personnel, après avoir interrogé des dizaines de scientifiques qui pensent les deux, à penser que tout porte à croire que c'est un accident de laboratoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme on n'a pas trouvé le réservoir animal, si le réservoir animal existait, en fait, il serait apparu. Je comprends. Je comprends parce qu'il n'y avait pas que le laboratoire P4, hein.
Il y avait d'autres laboratoires de recherche à Wuhan. Il faut bien préciser, parce qu'on a tout de suite, tout le monde s'est concentré sur le laboratoire P4, mais c'était pas le seul où on effectuait des recherches. P4, c'est un buzzword, c'est le truc, ça fait peur aux gens, on s'imagine militaire, etc., etc. Alors, je voulais vous poser une question. Joe Biden a demandé aux agences américaines de déclassifier toutes les informations en leur possession sur l'origine du Covid. Ça pourrait permettre d'avoir de nouvelles informations intéressantes? Alors, deux administrations américaines, c'est-à-dire le FBI et le département de l'énergie, qui a beaucoup de laboratoires de pointe, ont émis, donc il y a quelques semaines, ont reconnu qu'ils avaient conclu que la pandémie provenait probablement d'un accident de laboratoire, avec une confiance faible à modérée, donc c'est pas très fort. Ils ont des éléments. On a eu les Américains qui nous ont dit qu'il y avait des malades parmi des chercheurs qui travaillent à l'Institut de virologie de Wuhan, mais ils n'ont jamais donné la preuve. Donc maintenant, on veut voir les preuves. Mais même s'ils les fournissaient, je pense que s'ils avaient des éléments vraiment forts, ils seraient déjà sortis. Vous pensez? Oui, par des fuites. Même sur des éléments classifiés. Même sur des éléments classifiés. Aux États-Unis, il y a énormément de journalistes, de médias, etc. Je pense qu'on restera quand même très longtemps dans le doute. La seule manière de lever le doute, c'est que les autorités chinoises parlent enfin. Oui, d'où la pression et le fait qu'il faut pointer leurs mensonges. Évidemment, et c'est indispensable pour la communauté internationale. C'est absolument évident. Alors votre livre se lit, vous dites, en 4e de couverture, c'est un thriller. Oui, c'est un thriller. On suit ce virus, quoi. Mais on suit le cheminement du virus. Cette histoire, elle est totalement incroyable. C'est incroyable. Et je pense qu'on a tous été incrédules face à ce qui s'est passé. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être si c'est un accident de laboratoire, l'évidence a été rejetée. Moi, je préfère plutôt dire que des scientifiques ont menti ou je crois que c'est plus il y a un problème de déni collectif. C'est tellement grave que les gens n'y croient pas. Il y a un problème de déni collectif aussi parce que les Chinois se sont toujours tus. Et parce qu'il y a un problème de déni collectif, parce que parfois on n'arrive pas à apporter des éléments tangibles sur exactement l'origine de ce Covid. Exactement. Mais par contre, il y a des scientifiques chinois qui ont fait un travail exceptionnel. Des journalistes chinois qui ont fait un travail exceptionnel et qui nous ont amené énormément d'éléments. Et ça, peut-être qu'il faudrait s'interroger, on n'a pas été en soutien de ces gens. Quand une journaliste citoyenne disparaît à Wuhan, alors qu'elle était aux abords de l'Institut de virologie de Wuhan, et qu'il n'y a aucune déclaration des pays occidentaux en soutien de cette femme, qui est aujourd'hui en prison, c'est inadmissible. Il y a un moment où nous, on doit défendre nos valeurs de transparence et nos valeurs démocratiques, même si ça peut nous coûter commercialement. L'Australie l'a fait. L'Australie a posé des questions. La Chine l'a attaqué commercialement, mais au final, les Australiens s'en sont sortis. Ils n'ont pas souffert économiquement au point où ils auraient été à genoux. Oui, mais aussi parce que la France, à l'occasion de ce Covid, ça a été une faillite de la science française aussi. Ce Covid a été une faillite de la science française. Soi-disant, nos laboratoires qui étaient si performants, nous n'avons pas eu de vaccin, nous n'avons... Enfin bon... y a des... On a failli. Je pense qu'il y a des orgueils qui ont été brisés. On peut aussi se féliciter que sur cette question donc de l'origine du Covid, ce sont des Français qui ont été en pointe pour rééquilibrer le débat. Il y a une équipe à Marseille, incroyable, une équipe donc de Bruno Canard et Étienne Descroly, qui ont été en pointe, qui ont découvert une caractéristique unique du virus, le cytofurine, et qui ont animé les débats, les tout premiers débats sur l'origine. Alors j'ai quand même une dernière question. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron ne se soit jamais exprimé sur l'origine du virus ? Alors, il s'y est exprimé à mots feutrés, puisque il a dit qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas sur le début de l'épidémie. Et moi, j'avais interviewé quelqu'un dans son entourage qui m'avait confirmé que c'était bien de cette question de l'origine. Par ailleurs, voilà, donc, je le révèle dans le livre, il a été averti par sa ministre de la Santé donc de l'épidémie et de ses soupçons
que l'épidémie pourrait être liée à un accident de laboratoire. Mais remarquez, il est en Chine. Ça serait peut-être l'occasion de poser la question, mais il ne le fera pas publiquement devant les journalistes. Peut-être derrière les coulisses. En privé, dans les coulisses, bien sûr. Dans les coulisses. Mais moi, je crois que le vrai problème, c'est pas tant ce que fait Emmanuel Macron, parce que lui, il doit diriger un pays et il faut être un peu intelligent sur la scène internationale. Le problème, c'est la démocratie, c'est les députés. En fait, ces gens-là, ils devraient poser des questions. Ils peuvent évaluer. Il y a eu une coopération pendant 15 ans. On a dépensé des millions pour travailler avec les Chinois. On n'a pas tiré d'informations. Et il n'y a rien qui a été fait là-dessus. Aucune des personnes que j'ai interviewées pour ce livre, en France, aucune de ces personnes qui ont travaillé sur la coopération n'a été interrogée par des députés ou une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qui avait dysfonctionné. Merci Jérémy André. Au nom de la science Covid-19 qui nous a menti chez Albin Michel, merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission, notre émission Parlons vrai chez Bourdin. C'est pas compliqué, elle est disponible immédiatement en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Merci André Berkoff.